15h-16h, Cyrielle Sarah Cohen, du lundi au jeudi. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radio J. Ravi de vous retrouver pour une heure d'émission ensemble avec mon invité. Il était venu nous faire découvrir son nouvel album Otro Camino, sorti il y a 2 ans. 45 ans de carrière, guitariste, auteur, compositeur, fondateur des Gypsy Kings qui ont donné lieu à d'incroyables duos. Chico vient nous voir désormais pour le concert symphonique avec les Gypsy le 24 mai au Palais des Congrès. Il sera notamment entouré de 80 musiciens. Nous en parlerons dans cette émission où c'est bien sûr, vous le savez, l'occasion de redécouvrir notre invité en direct aujourd'hui sur Radio J. 15h-16h, Cyrielle Sarah Cohen. Radio J. Bonjour Chico. Bonjour. Merci beaucoup d'être mon invité aujourd'hui. Je suis très heureuse de vous recevoir. Avec plaisir. Et de vous revoir une deuxième fois. Je vous l'ai pas dit, mais dès qu'on vous entend, évidemment, vous arrivez quelque part, c'est très ensoleillé, ne serait-ce que quand on vous dit bonjour avec cet accent du Sud, ça donne envie de s'y retrouver quelque part. Aujourd'hui, on l'a dans le cœur et à l'extérieur. Vous avez vu, on a une journée magnifique. Exactement, le temps est avec nous aujourd'hui. Alors merci d'être là. Bien sûr, on va découvrir votre actualité dans un instant, mais cette émission n'a pas bougé d'une oreille. On a toujours envie de savoir qui vous êtes au-delà de ce que vous faites. Pour ce faire, aujourd'hui, je vous demanderai d'abord 3 mots pour vous décrire. Vous diriez lesquels ? La bienveillance, la fraternité et l'amour. Fraternité et l'amour. Eh bien, on va voir si ça colle avec votre personnalité donnée dans cette émission aujourd'hui. On démarre par le début, toujours le début. Chico, ou devrais-je dire Djaloul Bouchiki, vous êtes né un 13 octobre dans les années 50 à Arles. Votre père était marocain d'Oujda, votre mère algérienne de Tlemcen précisément. Vous allez grandir dans une famille de 7 enfants, m'aviez-vous dit la dernière fois, 4 garçons, 3 filles, une enfance baignée dans l'amour. C'est ça, exactement. Ouais. Quels souvenirs vous gardez de cette enfance-là ? Des moments de bonheur partagés avec mes parents, avec mes frères et sœurs. Vraiment, on a eu la chance d'avoir une famille aimante et de grandir dans un climat de belles émotions, voilà, très riche de cœur. Très riche de cœur. Vous allez dire plus tard que votre surnom Chico va arriver à un moment donné, mais je voulais savoir s'il arrive avant ou après la rencontre avec les Reyes. Il arrive avant. Ouais. C'était prédestiné, je crois. C'est ça. Non, c'est parce qu'en fait, quand j'étais très jeune, j'étais dans le quartier, il y avait beaucoup d'Espagnols et de Gitans, et je traînais toujours avec eux. Ils étaient beaucoup plus âgés que moi. Et un jour, il me cherchait, il disait, mais il est où le Chico ? Parce que Chico, ça veut dire petit garçon en espagnol. Il est où Chico ? Il est où Chico ? Et du coup, ça m'est resté gravé comme un tatouage. Voilà, et c'est vrai qu'on dirait que ça a été prédestiné, quoi. Prédestiné pour vous. Vous avez grandi dans les quartiers, dans le quartier HLM Grifeuil, je crois savoir. Ouais. L'école, c'était pas votre truc. Vous l'avez confié dans votre ouvrage. Vous le dites, vous arrêtez l'école à 14 ans et ça tombe bien parce que votre professeur qui en a marre de vous dit « T'as pas besoin de revenir à l'école, je le dirai à tes parents. » Je le dirai pas à tes parents. Je le dirai pas à tes parents. C'est ça le truc, ouais. Et c'est incroyable, en fait, j'étais un peu turbulent et puis l'école, c'était pas mon truc, mais vous savez, avec le recul, je le regrette parce qu'en fait, il faut profiter de l'école. C'est vraiment un enrichissement, c'est un lieu où on apprend beaucoup de choses. Et en fait, j'avais l'âge que j'avais et puis du coup, je me suis retrouvé dans l'école un petit peu de la rue, je dirais, et puis j'ai appris d'une autre façon à grandir, à évoluer et aimer la planète à ma manière. Et ça vous a porté chance, bien évidemment, on va y venir, mais du coup, vos enfants, vous leur conseillez de faire des études, j'imagine ? Ah, écoutez, oui, je leur conseille, et puis le dernier, il a eu le bac il n'y a pas très longtemps, donc tout va bien. Tout va bien. Vous n'allez rien dire à vos parents pendant 2 ans, vous allez leur cacher que vous n'allez plus à l'école. Vous allez leur dire comment, la vérité ? En fait, vous savez quoi, je leur disais rien parce qu'ils ne savaient pas lire et écrire, donc ils ne me demandaient pas les comptes rendus de ce qu'on faisait, ou ils ne lisaient pas les devoirs qu'on pouvait avoir. Donc c'était quand même une facilité, mais je le dis aujourd'hui avec un peu de honte et un peu voilà, ça me fait quand même beaucoup de peine de leur avoir caché. Et comment ils l'ont su alors que vous n'alliez plus à l'école ? Des années après, non seulement je leur ai dit, mais c'est dans l'entourage, ça se savait quand même un petit peu. Et il y en a qui ont confirmé ce que je racontais et ils me disaient, mais tu te rends compte ?
Pendant ce temps, alors à 15 ans, vous allez vous lier d'amitié avec les membres d'une tribu de gitans, Los Reyes, les Reyes en fait à l'époque. Ils se faisaient appeler Los Reyes par vous par la suite, puisque vous allez créer ce premier groupe, ceux qui vont devenir ensuite les Gypsy Kings bien plus tard. C'est une période de votre vie dont vous parlez souvent et dont on a la sensation que vous vous souvenez comme si c'était hier, tant cette période a façonné peut-être votre vie. Complètement, ça m'a fait prendre une direction. Je crois que le chemin de mon destin a été incroyable à ce moment-là, de rencontrer cette famille Reyes, dont le papa était José Reyes, qui était le chanteur de Manitas de Plata. Donc il y avait déjà une filiation artistique incroyable. Et Nicolas Reyes, qui est le chanteur, qui est la voix des Gypsy Kings, je dirais, c'était mon copain. Il avait 14 ans, on était toujours ensemble. Et voilà, et un jour, il m'a invité à déjeuner dans sa famille. Et là, j'ai rencontré une famille incroyable et un univers que j'ai pu quitter. Ce qui m'impressionne, c'est qu'une famille, vous en avez une, mais vous allez quand même vous faire adopter par une autre quelque part. Vous avez dit, ça ressemblait à chez moi, mais la différence avec chez moi, c'est que mes parents s'excusaient tout le temps de vivre et eux, en fait, ils s'en foutaient. Donc finalement, on comprend que chez vous, on vous apprend à ne pas faire de bruit, alors que chez les Reyes, le bruit, c'est la vie. Oui, le bruit, c'est la vie, mais c'est surtout la musique qui était la vie. Ils faisaient la fête pour n'importe quoi. Un bon déjeuner, ils sortaient des guitares, tout le monde chantait, le papa qui était là chantait. Enfin, c'était vraiment une bonne humeur incroyable. Et pourtant, c'était des gens qui étaient très modestes. Ils étaient 11 enfants avec les 2 parents et ils vivaient dans un 2 pièces. Ouais. Vous imaginez? Ouais. Et là, il y avait quand même un bonheur incroyable. Et c'est vrai que par rapport à chez moi, c'était un peu tout le contraire, quoi. Vous savez, la première fois c'est ce que j'écris dans mon livre, où on a eu des pantoufles des Charentaises, c'est quand mon père nous les a offerts en nous disant « Mettez ça, comme ça, on a le voisin qui est malade, on ne va pas le déranger. Ouais. » Vous imaginez le respect? Comment vous avez éduqué, vous, vos enfants? De quelle manière, finalement? Je les ai éduqués de la manière... Du mieux possible. Mais avec vous les des avez valeurs éduqués dans quel genre d'éducation? Celle que vous avez reçue ou celle que vous avez épousée? Les deux, parce que ma femme est gitane et moi, j'ai eu l'éducation de mes parents. Donc, en fait, ils ont eu cette chance d'avoir les 2 côtés et j'espère le meilleur des 2 côtés. Vous dites « je suis gitan d'adoption ». Vous allez donc apprendre la guitare à leur côté pour ne plus jamais la quitter. Vous allez rester 15 ans dans l'évolution de votre carrière à Saint-Tropez. C'est là où concrètement tout va démarrer pour vous, puisque vous allez vous lier d'amitié avec Brigitte Bardot et avec Enrico Macias, qui sont 2 personnes qui vous ont beaucoup aidé dans votre carrière. Ah, franchement, c'est vraiment les 2 personnes qui ont été des maillons très importants dans la chaîne qui est celle de notre vie. Et Brigitte Bardot, parce qu'on a eu la chance d'aller jouer pour son anniversaire, et en 78, et de là, il y a une amitié qui est née jusqu'à aujourd'hui. Il y a quelques jours avant la sortie de mon livre, elle m'a envoyé une lettre d'une gentillesse incroyable. Et Enrico Macias, alors lui, vous imaginez, en 77, donc un an avant, il nous invite à l'Olympia pendant 3 semaines. Ouais. Il nous fait sortir de la plage, il nous amène à l'Olympia. Et là, c'est là que moi, j'ai le déclic et je me dis, mais en fait, tous les soirs, le public se levait et en redemandait. Et je me dis que c'est cette direction qu'il faut qu'on prenne. Et on l'a pris. Évidemment, après, on est quand même retourné un peu à la plage, mais on ne l'a jamais lâché. En fait, il y avait une vision de ce que pouvait être le futur pour nous. Bien sûr. Et vous avez créé ce qui n'existait pas à l'époque, parce que vous avez quand même cette vision de finalement chanter un petit peu partout. Et quand il pleut, quand vous devez chanter dans certains endroits, vous allez vous dire, bon, on va aller animer les restaurants, on va aller animer les endroits, ce qui fait que finalement, vous allez petit à petit créer une sorte de chaîne, devenir mondialement connue. Les plus grandes célébrités du monde entier vont vous adopter quelque part, vous allez les rencontrer. Est-ce qu'il y a un souvenir spécial, hormis Brigitte Bardot, parce que je sais qu'elle restera toujours la numéro 1 pour vous, mais avec un autre artiste, une anecdote qui vous a marqué? Franchement, il y en a pas mal qui nous ont marqué, mais à l'époque de Los Reyes, déjà, avant qu'on soit connus, on a eu la chance de jouer pour Charlie Chaplin, par exemple, en Suisse, à Lausanne, dans un restaurant qui s'appelait La Grappe d'Or. Et lui qui a fait rire le monde entier, quand il nous a écoutés, j'étais avec un beau-frère à moi, Canute, il s'est mis à pleurer. Et pour moi, que cet homme qui a fait rire le monde entier avec cette tragédie comique, ça donnait beaucoup de sens et beaucoup de vision dans notre musique et dans notre avenir.
Vous devenez, je le disais, donc mondialement connu comme groupe, animateur de soirées privées. Vous devenez alors le fondateur de Los Reyes, qui va devenir par la suite les Gypsy Kings. Vous devenez le créateur de titres qui ont assuré la gloire de ce groupe-là. Vous gagnez les victoires de la musique du groupe de l'année en 90. Et l'année suivante, c'est un petit peu plus compliqué, on va dire, Chico, parce que vous êtes exclu du groupe les Gypsy Kings pour des raisons financières, des raisons internes qui ne regardaient que vous à l'époque. Le temps a passé. Est-ce que les tensions, quelque part, se sont apaisées et est-ce qu'on aura peut-être une chance de vous voir tous réunis un jour ? Écoutez, déjà on s'est séparés parce qu'à l'époque, la vraie raison, c'est parce que j'avais osé demander des comptes à notre producteur qui ne correspondait pas à la réalité du succès qu'on avait dans le monde. Donc ça m'a valu mon éviction. Mais oui, alors depuis quelque temps, on sait avec Nicolas, donc pendant 35 ans, on n'avait pas dîné ou déjeuné ensemble et ça s'est refait il y a quelque temps et je suis très heureux parce que ça l'a apaisé, ça m'a apaisé et c'est voilà comme quoi c'est important de garder la foi et l'amour de la famille, c'est beaucoup plus fort que tout. Mais bien sûr, parce qu'en plus vous êtes liés par le sang. C'est ça, c'est ça. C'est une de ses sœurs avec qui vous êtes mariés. Voilà, et avec qui j'ai des enfants, des petits-enfants et des arrière-petits-enfants. Et des arrière-petits-enfants aujourd'hui. Depuis 33 ans, on vous retrouve alors avec ce nouveau groupe qui n'est plus Chico and the Gypsy, composé d'artistes mais aussi des membres de votre famille. Et je me suis dit, est-ce que les enfants, ils ont eu un cas de conscience à savoir avec qui ils allaient chanter et faire de la musique, ou est-ce que finalement le parti était évident de rester à vos côtés ? Non, c'était pas évident parce que moi tous mes enfants, mes filles chantent, mes garçons jouent. Et là, c'est vrai que depuis quelque temps, j'ai Mario, mon fils, qui m'accompagne et qui vient avec moi. Mais je suis vraiment très heureux parce qu'il a beaucoup de qualités artistiques déjà, mais de cœur. Et c'est un garçon extraordinaire, mais c'est parce qu'il a le plus qui fait que je peux le prendre avec moi. Vous voyez ce que je veux dire ? Bien sûr. Est-ce que vous pensez que Chico and the Gypsy ne s'arrêtera jamais ? Parce que de toute façon, c'est comme un bébé qu'on fait perpétuer de génération en génération, vous voyez ? Franchement, moi je suis avec Mario, je suis dans la transmission. On partage le même bonheur, on a la même passion, on a le même amour de ce qu'on fait, de partager avec du public dans le monde entier encore aujourd'hui. C'est fantastique. Peut-être que Chico un jour s'arrêtera, mais si un jour Mario reprend le flambeau, c'est magnifique. L'important, c'est que la musique... Ce sera Mario and the Gypsy. Voilà, ce sera toujours un Gypsy, quoi. Ce groupe vous a permis de voyager énormément, et pas que ce groupe, on va en parler bien sûr dans un instant. Vous avez continué à faire connaître votre musique, les chansons que vous avez écrites. Vous avez fait un duo avec Billy Paul, vous avez rencontré les plus grands, d'Elton John à Tina Turner, je le disais tout à l'heure. Est-ce qu'il y a aujourd'hui un artiste ou une artiste avec qui vous aimeriez travailler ? Oui, il y a toujours des artistes. Moi, je suis toujours curieux de partage, de duo. Franchement, il y en a une que j'ai rencontrée et mon rêve, c'était de faire quelque chose avec. Mais bon, malheureusement, elle nous a quittés. C'était Tina Turner, par exemple. Ouais. Mais elle adorait notre musique. Un jour, on a eu la chance de jouer pour elle, mais elle hallucinait de la manière dont ça chantait, ça jouait. Et à ce moment-là, j'ai pas osé demander. Mais là, ce serait aujourd'hui, ça serait différent. Et quelqu'un d'autre alors, qui est encore de ce monde peut-être, avec qui ça pourrait se faire ? Vous avez une petite idée ? Bon, vous savez, j'ai encore des propositions sympas de duo. Il y en a une qui va arriver dans pas très longtemps. C'est Obispo, par exemple. Et moi, je suis ravi de... Génial. Ouais. Un duo, avec Pascal Obispo. Ouais. Très bien. Et ça, c'est en préparation. Et voilà, quoi. Et ça montre que notre musique, elle plaît à on a la chance d'avoir une musique qui n'a pas d'âge, pas de barrière de langage, pas de barrière sociale. Donc, ça touche vraiment tout le monde. Et les artistes, quand ils sont sensibles à ça, voilà, le résultat, c'est ça. C'est comme on peut continuer ensemble des belles aventures. En tout cas, c'est ce qu'on vous souhaite. Est-ce qu'il y a une chanson pour vous qui est la chanson phare des Gypsy ? La chanson phare, alors moi je dis toujours que c'est Bamboléo parce que c'est quand même la chanson qui a été la clé qui nous a ouvert les portes du monde entier. Ouais. Les portes du succès. Ouais, les portes du succès. Et puis surtout ça continue, c'est ça qui est génial, quoi. Mais c'est assez encore extraordinaire, bien sûr, parce que aujourd'hui, Chico, vous venez nous voir pour vos 45 ans de carrière. On vous retrouve sur scène avec vos Gypsy pour un concert assez exceptionnel, il faut le dire. C'est une date unique, un concert symphonique au Palais des Congrès. Ce sera ce samedi 24 mai. C'est un
bel anniversaire. C'est un très bel anniversaire. Et puis, vous savez, offrez. les 80 musiciens font partie de l'orchestre symphonique. Ça va être une rencontre magnifique, improbable, parce que la musique classique avec la musique gypsy, c'est un mariage improbable, mais en même temps, c'est ces rencontres qui font qu'il y a des déclics extraordinaires qui se passent. Et je pense que Bamboléo, au pays de Mozart, ça peut le faire. Ah oui, ça en tout cas, c'est une première mondiale. Moi, personnellement, je n'ai jamais vu ça. Je suis très curieuse de venir voir ce que ça peut donner. Faut venir. Ben, on va venir. Comment vous êtes préparé? Est-ce qu'on se prépare d'ailleurs à un événement comme celui-ci, parce que c'est énormément de monde? Mais bien sûr, ça se prépare depuis très longtemps. Vous imaginez tout. D'abord, il faut écrire les partitions classiques. C'est beaucoup de travail. Et puis tous ces orchestres qui arrivent avec des partitions, nous, on arrive simplement avec nos guitares, notre cœur et nos émotions, parce qu'on ne connaît pas la musique. Bien sûr. Mais en même temps, c'est un peu un pari audacieux, mais magnifique à vivre. Qu'est-ce qui nous attend, Chico? Il y aura, bien sûr, on se l'imagine, vos plus grands classiques. Ouais. Réinventés, Ouais. réorganisés. Ouais. Et est-ce que, pour le coup, vous allez jouer le jeu de l'autre côté? Est-ce que vous allez aussi peut-être interpréter des grands classiques qui ne sont pas ceux de votre répertoire? Oui, il y a quelques chansons qui ne sont pas de notre répertoire qu'on va interpréter. Comme Mais par exemple, on a la chance d'avoir quelques surprises, mais il y en a une que je dis, il y a quelques temps, j'ai dit le nom, c'est Yuri Buenaventura qui sera avec nous. J'allais vous le demander. Et on va justement faire une chanson de son répertoire qu'on a orchestrée aussi. Et puis il y aura d'autres surprises qui resteront des surprises, mais vraiment ceux qui aiment la musique gypsy, il faut qu'ils viennent découvrir ces surprises parce qu'ils seront pas déçus. Ils seront pas déçus, puis c'est un événement qui est tout à fait unique. Donc forcément, on a envie de venir très nombreux. Ce sera dans la très belle salle du Palais des Congrès. Je le répète, ce sera le 24 mai prochain. Vous avez hâte, j'imagine. Ah ouais, non, on est impatient. On est impatient. Et puis on a un artiste aussi, lui je vais dire son nom parce que c'est un artiste arménien incroyable, c'est Levon Minassian, et qui joue du doudouk. Vous savez, c'est une flûte qui a 4000 ans, mais qui a un son où, quand il en joue, on a l'impression qu'il parle à l'âme. C'est magnifique. Et il a joué avec, évidemment, Charles Aznavour, avec Peter Gabriel, avec Sting. Il est dans 40 films, et là, ce jour-là, il va venir avec nous et partager des grands moments de musique. Ça donne vraiment très envie de venir vous voir, Chico. Votre musique, on l'a dit tout à l'heure, elle invite à voir la vie autrement, à voyager, à aimer la vie malgré les difficultés. Et vous étiez venu nous voir il y a 2 ans pour un album qui s'intitule Otro Camino, ce qui veut dire autrement. Et c'est de cette manière que j'aimerais finalement vous poser quelques autres questions. Vous qui avez été éprouvé dans votre vie à plusieurs reprises, on l'a bien sûr dit, vous en avez parlé, une terrible douleur, une injustice aussi. Celui du crime, on va le dire, de votre frère qui était suspecté d'être un des responsables du massacre de Munich par le Mossad. C'était une erreur de photo. Je ne sais pas si vous l'avez su, mais il y a un article qui vient de sortir aujourd'hui qui le révèle, une erreur de photo. C'était des renseignements qui n'étaient pas tout à fait autorisés, si je puis dire ça comme ça, qui avaient donné les informations au Mossad, des renseignements occidentaux. C'est comme ça que c'est dit dans un article du Guardian qui a été repris par d'autres médias depuis. C'est sorti aujourd'hui, donc c'est marrant qu'on se rencontre aujourd'hui. Vous avez fini par pardonner, puisque vous en avez parlé dans votre ouvrage, dans divers plateaux, et puis ici chez nous il y a quelques années. Mais comment finalement vous avez trouvé la force de penser autrement? Mais vous savez, il n'y a pas 36 chemins. Il y a un chemin qui est le pardon, qui est l'amour, qui est la fraternité. C'est les mots que j'ai dit tout à l'heure. Je me sers pas de beaucoup de mots, mais des mots qui sont forts et qui montrent que la vie est importante et qu'il faut garder la foi, il faut garder l'espoir, il faut s'aimer. Il faut s'aimer. Vous l'avez dit, vous avez dit une phrase très forte que j'aimerais donner aujourd'hui sur Radio J, parce qu'on vit une période qui est pas facile, qui est compliquée, et votre regard pour moi est très important. Vous avez dit pendant des années, j'ai détesté Israël et tout ce qui tournait autour de ce pays, mais il n'y a qu'avec le pardon que l'on pourra reconstruire. La haine ne fait que détruire. Dans votre cas, un événement bien sûr est venu bousculer quelque chose en vous. C'était 23 ans plus tard, à Oslo. On va peut-être se le rappeler brièvement avant de vous poser d'autres questions. Oui, 23 ans après, j'ai été appelé par l'UNESCO et on m'a proposé d'aller jouer à Oslo pour le premier anniversaire du traité de paix entre Shimon Peres et Arafat. Et là, je me retrouve sur scène avec mon groupe et on joue, on chante et
et on le fait devant les personnes qui, de par leur fonction, représentent ce pourquoi mon frère a été assassiné. Shimon Peres parce que c'était Israël et Arafat parce qu'on l'a pris pour un Palestinien. Et vous vous rendez compte qu'à la fin du concert, ils sont montés me serrer la main. Ils ne savaient pas qui j'étais. Et vous avez mis du temps à dire ce qui s'était passé. Mais je l'ai dit un an après parce qu'en fait, un de mes frères qui était là a pris une photo de Shimon Peres, et Arafat et moi. Et la photo, je l'ai montrée un an après à l'UNESCO. Et ils ont été choqués. Ils ont été choqués parce qu'ils ne connaissaient pas mon histoire. Et du coup, elle a été racontée par les gens de la communication à qui moi je l'ai racontée. Et le directeur général de l'UNESCO à l'époque, Federico Mayor, a été très touché par cette histoire. Et a dit, si Chico accepte, ce sera mon premier envoyé spécial de l'UNESCO pour la paix. Et le commandant Cousteau qui était là a été touché aussi par cette histoire. Il a dit, s'il accepte, je le parrainerai. C'est ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé. Par la suite, vous avez été envoyé spécial pour la paix donc à l'UNESCO. Une mission que vous avez accomplie pendant plus de 20 ans. 25 ans. 25 ans. 25 ans. Ça consiste en quoi ? Ça consiste à aller promouvoir la paix, la tolérance, la bienveillance, la fraternité, l'amour. Et à travers des actions que j'ai organisées ou celles où on m'a invité dans le monde, j'étais joué en Israël. J'ai un grand festival de la paix, j'ai été joué. Après les attentats de Munich où personne ne prenait l'avion, c'était un moment incroyable. Et j'étais en Algérie quand il y a eu les années un peu noires, on dirait. Et puis j'étais à Yougoslavie, on était le premier groupe à aller jouer à la fin de la guerre. Et puis après on a joué aussi pour des associations, pour des enfants. On a fait beaucoup de manifestations, que ce soit moi, l'UNESCO ou des invitations de tierces personnes, mais toujours pour passer des messages d'amour, de paix, de tolérance, de bienveillance. Chico, un festival pour la paix, je suis obligée de penser au 7 octobre, de penser au festival Nova, qui était un festival pour la paix. Vous avez voyagé partout, vous l'avez dit, en Israël, vous avez voyagé dans les territoires qu'on dit disputés, plus d'une fois, je l'imagine bien. Que pensez-vous de cette guerre post-7 octobre ? Quel est votre avis, votre sentiment ? Écoutez, c'est une tragédie pour tout le monde. C'est une tragédie pour les deux pays, c'est une tragédie pour toutes les familles. Moi, ça me fait, vous imaginez bien que ça me fait mal au cœur, tout ce qui se passe. Mais en même temps, je garde l'espoir parce que on me dit, mais comment tu peux garder l'espoir ? Mais moi, je dis, mais rappelez-vous quand même la guerre avec les Allemands. Est-ce qu'on n'a pas pardonné aux Allemands ? Donc je crois qu'il faut garder cette vision d'espoir et deux fois c'est une branche à laquelle on s'accroche. Et vous dites très joliment, je prends mon bâton de pèlerin en forme de guitare et je fais le tour de la planète en donnant de l'amour. C'est ça votre façon de créer la paix. Vraiment, vraiment. Merci beaucoup Chico, on continue cette vous. émission avec vous pour vos 45 ans de carrière sur scène avec ce concert symphonique au Palais des Congrès. Ce sera le 24 mai prochain avec les Gypsy, 80 musiciens. Vous restez avec nous tout de suite, c'est le rappel des titres et on revient avec nos chroniqueurs et mon invité sur Radio J. Radio J. Cyrielle Sarah Cohen. – 15h30 sur Radio J, bonjour et bienvenue. Tout de suite, le rappel des titres avec Etanit Belaïch. Bonjour Etanit. Bonjour Cyrielle, bonjour à tous. Le chef de l'exécutif israélien Benjamin Netanyahou convoque son cabinet de sécurité cet après-midi après un entretien avec l'envoyé spécial américain pour le Moyen-Orient, Steve Witkoff, et l'équipe de négociation pour la libération des otages. Équipe en déplacement à Doha, au Qatar, où les pourparlers se poursuivent. Après le Premier ministre israélien, c'est au tour de son ministre de la Défense de s'en prendre à Emmanuel Macron. Nous nous souvenons bien de ce qui est arrivé aux Juifs de France lorsqu'ils n'ont pas pu se défendre. Le président Macron ne devrait pas nous faire la morale. Déclaration d'Israël 4 cet après-midi. Cela fait suite aux propos du chef d'État tenus hier soir sur TF1. Il a notamment qualifié de honteuse la gestion de l'aide humanitaire à Gaza. Après 3 tirs de missiles du Yémen vers Israël en moins de 24 heures, Tsahal a ordonné ce matin l'évacuation de 3 ports contrôlés par les Houthis. Les ports de Ras Issa, d'Odeïda et d'Al-Salif au Yémen. Désaccord profond, le ministre iranien des Affaires étrangères rejette la vision
très trompeuse de Donald Trump sur l'Iran. Le président américain a critiqué au cours de sa visite en Arabie Saoudite les responsables iraniens et leur manière de diriger leur pays. Il a également promis que jamais Téhéran ne détiendrait l'arme nucléaire. En France, Jean-Noël Barrot veut des sanctions dévastatrices pour asphyxier une bonne fois pour toutes l'économie russe. Le chef de la diplomatie française évoque notamment la possibilité de droits de douane de 500% sur les importations de pétrole russe. Enfin, 3 ans après sa palme d'or d'honneur, Tom Cruise est de retour au Festival de Cannes ce soir pour présenter en avant-première le 8e volet de la saga Mission Impossible. La montée des marches sera à suivre à partir de 18h. Et merci beaucoup Etanit Belaïch. On vous retrouve à 16h pour le journal complet. Tout de suite une courte pause et c'est la suite de notre émission avec Chico des Gypsy et mes chroniqueurs sur Radio J. Radio J. Bonjour, c'est Lise Gutmann. Le 10-11, Lise Gutmann. Ravie de vous retrouver tous les matins au programme Judaïsme, divertissement, communauté. Radio J. WeProd présente Eyal Golan. Eyal Golan, nouvelle date, le 19 mai au Dôme de Paris, au profit des secouristes du Magen David Adom. Réservation ticketmaster.fr. Eyal Golan, 19 mai, Dôme de Paris, une voix, une cause, MDA. Un événement WeProd à ne surtout pas manquer. Ticketmaster.fr. Fabienne Hameçon, responsable du service écoute-mémoire de l'OSE. Dans leur enfance, les survivants de la Shoah ont connu des années terribles. Mais plus de 70 ans plus tard, l'OSE veut leur permettre de vivre de bons moments. Des moments de partage, de chaleur humaine et de solidarité au sein de ces différents services. Des lieux de parole et de convivialité, tels écoute-mémoire et histoire, le café des psaumes, les graines de psaumes. Aidez-nous à leur apporter aujourd'hui ce bien-être. Merci à vous. Association OSE, dons sécurisés, ose-france.org. Radio J. Radio J. 15h-16h, Cyrielle Sarah Cohen, du lundi au jeudi. De retour sur l'antenne de Radio J, merci de passer votre après-midi avec nous jusqu'à 16h avec mon invité aujourd'hui Chico pour ses 45 ans de carrière sur scène pour un concert symphonique au Palais des Congrès. Ce sera le 24 mai prochain avec les Gypsy et 80 musiciens. Est-ce que vous aimez le théâtre, Chico ? J'adore. Eh bien écoutez, on vous emmène tout droit au théâtre et ça devrait vous plaire parce qu'on va parler d'une pièce qui s'intitule Wiolite Flamenco et c'est avec Charlène Wilner. Au théâtre. Bonjour Charlène. Bonjour Cyrielle, bonjour Chico et bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous emmène au théâtre de l'Alliance française, dans le 6e arrondissement de Paris, pour un spectacle où les couleurs, le rythme et la passion ne font qu'un. We Call It Flamenco. Créé, mise en scène et chorégraphié par Maria Farello et Christian Pérez de la compagnie Luma Artistas, ce spectacle en 4 actes nous plonge en plein cœur de l'Andalousie. We Call It Flamenco est une véritable immersion dans l'âme espagnole. 1 heure de chant, de guitare, de danse et d'émotion portée par une troupe d'artistes passionnés. Avec eux, on explore les différents styles traditionnels du flamenco, appelés palos. 50 au total et 6 sur scène. Le flamenco n'est pas seulement une danse ou un chant, c'est un cri du cœur. Une manière de raconter la vie, ses douleurs et ses joies avec le corps, la voix et le silence aussi. Mais tiens, d'où vient ce flamenco justement ? Il est né en Andalousie, dans le sud de l'Espagne à la fin du XVIIIe siècle. C'est un art populaire, né dans les quartiers les plus pauvres, nourri des échanges entre les cultures arabes, juives, chrétiennes et bien sûr gitanes, qui cohabitaient dans cette région carrefour. Le mot flamenco n'apparaît qu'au XIXe siècle, et ses origines font débat. Certains pensent qu'il vient d'un mot arabe, d'autres y voient un lien avec les gitans partis combattre dans les Flandres. Quoi qu'il en soit, ce mot s'est imposé pour désigner un art à part entière, parfois aussi appelé canterondo, le chant profond, l'art des minorités. Alors sortez les mantones, gilets à franges et les robes à volants, direction l'Espagne sans quitter la capitale. We Call It Flamenco, rendez-vous au théâtre de l'Alliance française, boulevard Raspail le 22 mai et le 27 juin prochain, parce que le flamenco, on l'appelle comme on veut, mais surtout on le ressent. Il est là où on ne l'attend pas, dans une synagogue ou encore dernièrement dans une église, n'est-ce pas Chico ? Un pont entre les cultures, une langue universelle. Et merci Magnifique. beaucoup Charlène Wilner. Alors, de quoi parle Charlène ? Parce que vous m'avez regardé, vous m'avez dit « Ah oui !» C'est magnifique.
c'est vraiment le cri d'un peuple, le flamenco. C'est vraiment, pour moi, je dis que c'est un peu le blues européen. Parce qu'il y a tout dedans. Il y a la souffrance, il y a la beauté, il y a l'amour, il y a la joie, la fête, la famille. Vous avez chanté dans les églises ? Oui, j'ai fait une tournée l'année dernière dans les églises et cathédrales et je refais cette année. D'ailleurs, au mois de juin, je vais en faire une tournée en Belgique. Et je reviens en France à la fin de l'année où on va faire une vingtaine de dates. Alors ça me fait sourire parce que hier nous recevions Julie Zenati qui nous expliquait la même chose. À quand dans les synagogues pour vous ? J'attends que vous m'invitez. Écoutez, moi je n'ai pas ce pouvoir, mais en tout cas c'est lancé. Et tout de suite, c'est la chronique de Leslie Valency. Le billet du jour. Bonjour Leslie. Bonjour Leslie. Bonjour Cyrielle. Bonjour. Alors, j'ai plus de voix, allez-y. Ok. Donc, Allez-y, je vous écoute, faites votre chronique. Oui, Cyrielle, à la veille du rendez-vous incontournable du 7e art, une tribune parue dans Libération a fait grand bruit. Et pour cause, elle est signée par plus de 300 figures du cinéma mondial. Almodovar, Leila Bekti, Richard Gere, Adèle Exarchopoulos ou encore Suzanne Sarandon. Son titre, à Cannes, l'horreur de Gaza ne doit pas être silenciée. Le propos est grave, solennel, l'indignation est assumée, on y pleure le sort des Gazaouis, à juste titre, parce que oui, l'horreur de la guerre est bel et bien réelle. Mais dans cette tribune, on prétend surtout briser un silence. Et c'est là qu'on a un problème de fond. Pardon, mais de quel silence parle-t-on ? Ça fait 1 an et demi que Gaza est au cœur des discours culturels, que des collectifs se forment, que des pétitions circulent, que des tribunes s'enchaînent. Juste sur ces 30 derniers jours dans les médias français, Gaza, c'est plus de 11 000 articles, enquêtes, interviews, reportages. Alors non, Gaza n'est pas passé sous silence et c'est totalement normal. Ce qui ne l'est pas, en revanche, c'est d'en parler en oubliant le reste. Parce que oui, quand on prétend parler au nom de l'humanité, comme le font ici ces 300 artistes, il faut aussi regarder l'humanité qu'on oublie. Quid du 7 octobre dans cette tribune, à peine effleurée, pas un mot sur les viols, les massacres, les otages encore retenus par le Hamas. Et c'est cette amnésie collective qu'on veut pointer du doigt aujourd'hui. Alors, on en a déjà parlé avec vous, Leslie Valency, c'est hélas une habitude courante dans les médias. Selon vous, si ce texte ne brise pas un silence, qu'est-ce qu'il cherche au fond en fait ? D'abord, je pense qu'il faut parler d'un effet de système, un effet qui répète toujours la même narration. Gaza comme symbole universel de l'oppression, Israël comme bourreau génocidaire. Et dans les médias, ça infuse, ça se répand et ça donne des tribunes comme celle-ci qui ne disent pas « voilà ce qu'on propose », mais plutôt « voilà qui on désigne ». Le vrai problème, il est là en fait. Ce texte ne cherche pas la paix, il cherche à accuser. Il élude l'autre moitié de cette fameuse humanité. Il impose un récit qu'on connaît trop bien. Un récit où Israël est nazifié, toujours coupable, où les violences subies sont minimisées, où les otages sont accessoires, où l'antisémitisme devient un détail. Ce récit-là, il se glisse aujourd'hui dans les dépêches, dans les titres, dans les éditos. Et là, c'est un boulevard pour les amalgames. Vous savez, ces amalgames qui frappent les synagogues, qui enferment les enfants juifs dans la peur, qui poussent des familles juives à fuir et des étudiants à baisser la tête. Alors oui, cette tribune, ces prises de parole qui nazifient Israël systématiquement, c'est un poison qui offre bonne conscience à ceux qui le répandent, pendant que d'autres encaissent les conséquences. En parlant forcément de nazification, Leslie Valency, on ne peut pas ne pas penser à la comparaison formulée par Thierry Ardisson il y a quelques jours. C'était sur le plateau de Léa Salamé. Est-ce que vous voulez nous en parler ? Oui, Cyrielle, on doit en parler parce qu'on a vécu un cauchemar éveillé devant nos écrans. Un cauchemar qu'à titre personnel, j'ai eu très peur de revivre en écoutant Macron hier. Mais bref, c'était samedi soir dans Quelle époque sur France 2. Thierry Ardisson l'a fait. Il a sali l'histoire en déclarant « Gaza, c'est Auschwitz ». Et face à lui, le vide. Pas une mise au point. Léa Salamé ne contredit pas, les invités restent silencieux, le public acquiesce. Comme si cette phrase ignoble était devenue une punchline totalement admise, totalement établie. Le pire, c'est que c'était même pas du direct. Ce moment-là, il aurait dû être coupé. Et pourtant, il a été monté, validé, diffusé. Alors légitimement, on pose la question. Comment Léa Salamé, comment une chaîne du service public peut-elle laisser la mémoire d'Auschwitz se faire piétiner ? Et je me tourne vers vous, Chico, vous qui êtes un gitan de cœur et d'adoption.
Ce peuple qui, comme les Juifs, a connu la Shoah. Vous qui portez en quelque sorte cette mémoire, vous qui la chantez, qui la faites vivre depuis 45 ans, eh bien c'est une vraie source d'inspiration pour nous. Ça nous rappelle que sans relâche, on doit l'exercer ce devoir de mémoire. On doit les véhiculer, ces messages de paix. On doit absolument encourager les journalistes à être les passeurs et on doit chanter malheureusement tous les jours, s'il le faut, ce même refrain. Gaza n'est pas Auschwitz, Israël n'est pas l'Allemagne nazie et les Juifs ne sont pas devenus les bourreaux de l'histoire. Merci beaucoup Leslie Valenzy du collectif Agité. Forcément, on ne peut pas rester de marbre face à une chronique, je dirais même un édito pareil, ça bouleverse le cœur. Certains se diront nous sommes totalement en adéquation avec ce que vous venez de dire Leslie, et d'autres se diront oui, mais peut-être n'ont-ils pas tort, et c'est cela qu'il faut convaincre aujourd'hui, et c'est ça le plus difficile en quelque sorte, je pense. C'est un avis tout à fait personnel. Merci beaucoup Leslie Valenzy, merci, à la semaine prochaine évidemment sur Radio J. L'introspection. Chico, Oscar Wilde a dit « Parfois nous pouvons passer des années sans vivre du tout et tout à coup notre vie entière est concentrée dans un seul instant. Essayons de faire cela maintenant avec quelques phrases pour recueillir une pensée, une anecdote ou une émotion. La première, le bonheur n'est pas au bout du chemin, c'est le chemin. » Oui, c'est exactement, c'est vraiment le chemin et c'est pour ça qu'il faut savourer chaque jour que nous vivons. Vous savez, moi je me lève tous les jours, je dis merci Seigneur. Merci, parce que quand on est en bonne santé, qu'autour de soi, les enfants aussi, la famille, les amis, et on essaye de voir plus large et on se dit que c'est important d'aller vers la lumière. Il y a une phrase qui est celle-ci de Antoine de Saint-Exupéry. « Fais de ta vie un rêve et d'un rêve une réalité ». Est-ce que ça vous parle ? Complètement. Moi, vous savez, je vis un rêve éveillé depuis tant d'années, depuis 45 ans. Ma vie aurait pu être autre chose et je crois que je suis très privilégié et j'ai eu un cadeau du bon Dieu qui fait que non seulement je suis heureux, mais je partage ce bonheur avec le public qui vient nous voir depuis tant d'années. Et puis, quel plaisir et quelle récompense. Je terminerai avec une phrase de Nietzsche. La vie sans musique est tout simplement une erreur, une fatigue, un exil. Je crois même pas, il a raison. La vie sans musique, ça, c'est presque le monde sans lumière. Pour terminer, est-ce que vous avez une philosophie de vie, une citation ou même un conseil qui vous accompagne au quotidien ? Ne pas crier pour se faire entendre, mais murmurer pour se faire comprendre. C'est très beau. Allez, tout de suite, c'est votre portrait sur Radio J. Le portrait psychologique. Radio J. Radio J. Comme toujours, à la fin de cette émission, on a pour habitude de débriefer ces minutes que nous avons passées ensemble. C'est donc votre portrait vu par Véronique Zana. Bonjour Véronique. Bonjour Cyrielle, bonjour Chico. Bonjour Véronique. Et merci de partager tout ça avec nous. Alors ça commençait bien, ce petit Chico l'amoroso, c'est un petit truc qui m'a traversé tout à l'heure. Et donc oui, vous venez d'une famille où on aurait plutôt envie de s'excuser de vivre. Et ça, c'est quand même quelque chose que vous avez incorporé, puisque quand ce décrochage de l'école, où au fond, c'est pas là que vous avez trouvé de motif à vivre, vous êtes resté 2 ans sans le dire. C'est au fond un petit peu comme dans la famille, de rester discret sur les choses compliquées. Et cette rencontre avec un monde, là, pour le coup, bruyant, musical, et qui vient vous éveiller sur la vie, sur la fraternité. C'est aussi une notion de tribu extrêmement vivante. Et surtout, l'affiliation de la musique. Parce qu'au fond, il n'y a pas que la musique, il y a la manière dont elle se dit. Et vous dites qu'effectivement, votre musique, elle est au-delà des mots, elle est au-delà de la morale, touche à la fois le social, les gens. C'est finalement une manière de toucher tout le monde. Et ça, c'est quelque chose que vous avez construit, sur lequel vous êtes tombé. Et cette guitare qui vient merveilleusement reprendre la parole là où elle est finalement peut-être pas assez pointue. Donc, vous y allez. Cette filiation est là, vous vous faites adopter par cette famille où on ne s'excuse pas de vivre.
Et vous vous lancez dans ce monde de la musique, dans ces rencontres. Vous mettez en avant ce tragicomique qui fait qu'au fond, quand on vous regarde, d'un, on voit le sourire du petit garçon, mais on voit aussi une certaine lecture de la vie qui ne va pas s'attacher qu'au négatif, mais qui prend la vie dans une globalité pour en faire quelque chose porteur d'espoir. Et ça, l'espoir, c'est quelque chose que vous êtes venu nous donner assez souvent et allié au pardon. Et je trouve que c'est vraiment une donnée magnifique de lier le pardon à l'espoir, qui vient là aussi faire un pas de plus vers la lumière. Dans votre famille, vous dites, les filles chantent et les garçons jouent. Alors ça aussi, j'ai trouvé que c'était intéressant. Il y a de la place pour tout le monde. On peut, là aussi, encore une fois, tisser. Et tisser, c'est un mot que j'aimerais bien vous offrir parce qu'au fond, vous êtes un véritable tisseur. Vous tissez les musiques différentes. Vous dites là bientôt Bamboléo au monde de Mozart, ce qui est magnifique. Mais on sait très bien qu'en plus, les accords de portée de toute cette musique ancienne et maintenant, ce sont les mêmes qui viennent rebondir. Et ça, vous l'avez tout de suite attrapé. Comme quoi, il y a quelque chose qui vient par le corps et au-delà des enseignements finalement. Et ça, c'est vraiment bien ce que vous nous donnez. On a également dans votre histoire un instrument, mais qui est en communication avec l'âme. Donc, vous êtes finalement toujours porté par cet au-delà. C'est vraiment ce que j'entends chez vous. Il y a quelque chose qui est beaucoup plus loin que le corps. Et vous êtes avec nous, vous êtes sur deux mains et ça ne s'arrêtera jamais là. Et bien sûr, la position de la paix, de l'amour. Ça, c'est ce que vous nous avez dit et qu'on a entendu un peu partout. Et je voudrais terminer là-dessus, sur ces trois mots. Donc, le tisseur, le pardon et l'homme de paix dont vous dites au bâton de pèlerin en forme de guitare. Alors allons-y, on vous suit. C'est gentil, c'est beau. Mais bienvenue, je suis ravi que vous nous accompagniez dans ce monde d'amour. Mais oui. On y va ensemble. Ouais, on y va ensemble. Bah oui, évidemment, parce qu'on va continuer à écouter de la musique. Merci beaucoup, Véronique Zana, pour ce très joli portrait. Merci. Notre psychanalyste qu'on retrouve évidemment tous les mercredis sur Radio J. Vous voulez ajouter une petite chose ? Je l'ai senti. Eh bien, le voyage, la liberté que vous nous offrez, on en a vraiment besoin. Et ça, il ne faut jamais le lâcher. Alors continuez et ce qui est plaisant, c'est qu'on entend de plus en plus maintenant le monde gitan a pris la parole. Non, mais c'est exactement ça. Je ne vais pas lâcher. Vous savez, je dis toujours gypsy, j'y reste. C'est trop joli, gypsy, j'y reste. Merci beaucoup, Véronique Zana. La semaine prochaine, évidemment, sur Radio J. Radio J. Cyrielle Sarah Cohen. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, évidemment, Chico. Vous êtes venu nous voir pour vos 45 ans de carrière sur scène, pour votre concert symphonique au Palais des Congrès le 24 mai prochain avec les Gypsy 80 musiciens. On va écouter une chanson que j'aime beaucoup, Toda la Vida, de votre dernier album Otro Camino. Merci beaucoup d'être venu nous voir. Un petit mot de la fin qui vous revient, c'est vous qui décidez, vous dites ce que vous voulez. Je suis ravi d'être là aujourd'hui avec vous. Merci pour ce petit portrait sympathique. Et puis voilà, on a dit, quand on est arrivé, on a dit qu'il y avait du soleil dans le cœur et à l'extérieur, et c'est celui-là que je veux partager avec vos auditeurs. Merci beaucoup d'avoir été aujourd'hui en direct avec nous sur Radio J. Une toute petite anecdote personnelle, je me permets. Vous qui avez connu Manitas de Plata, il connaissait ma maman. Il disait, si un jour on vous demande quelque chose, vous dites que vous êtes, comment dirais-je, la petite fille adoptive de Manitas de Plata. Ma mère dansait quand elle était petite. Elle avait dansé devant lui toute petite. Il avait adoré. Il était à la guitare. Il lui a dit, tu n'oublieras pas, tu diras ça. Magnifique. Alors je le dis aujourd'hui sur Radio J. Magnifique. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Rendez-vous demain dès 15h avec Pascal Bataille pour le petit traité du silence aux éditions Guitre et Daniel. En attendant, c'est la suite de votre journée dans un instant avec le Club Imo présenté par Marc Ezrati. Bien évidemment, le journal sur Radio J, mais juste avant, on va écouter évidemment du Gypsy, Chico et les Gypsy. On va écouter un medley dans un instant, mais tout de suite, c'est Toda la Vida. Belle écoute sur Radio J.